J'ai découvert que mes parents avaient donné 320 000 € à mon frère en 5 ans. Pendant ce temps, je mangeais des pâtes au beurre en essayant de payer mon loyer. Ils disaient qu'ils avaient du mal à boucler leur fin de mois. Je n'ai rien dit. J'ai simplement rempli un carton avec toutes les photos où ils apparaissaient et je les laissais sur leur perron. Je m'appelle Bastien. J'ai 32 ans. Et je veux vous raconter l'histoire du jour où j'ai découvert que mes parents avaient financé la vie de mon frère comme s'il était une petite principauté, alors que de mon côté, je rationnais les boîtes de conserve comme une sorte de survivant post-apocalyptique. Mais je vais trop vite. Laissez-moi commencer par le début. J'ai grandi dans une petite ville près de Dijon, en Bourgogne. Une bonne ville, tranquille. Le genre d'endroit où les gens vous saluent de la main depuis leur jardin, même s'ils ne vous connaissent pas. Et où un bâtiment sur 3 est soit une église, soit un restaurant de cuisine régionale. Mes parents, Martine et Gérard, étaient ce que la plupart des gens appelleraient des gens fiables. Mon père a travaillé dans une papeterie pendant 31 ans. Ma mère tenait la comptabilité pour quelques petites entreprises locales depuis notre salle à manger. Nous n'étions pas riches, mais nous ne tirions pas non plus le diable par la queue. Nous avions une maison avec 3 chambres, un jardin convenable et un trampoline sur lequel mon frère Antoine et moi avons failli nous blesser grièvement chaque été. Antoine a 3 ans de plus que moi. Et écoutez, j'aime mon frère, ou je l'aimais, ou je l'aime. Honnêtement, je n'ai pas encore tout à fait démêlé ça. En grandissant, Antoine était l'enfant chéri. Pas de manière évidente comme un méchant de film, plutôt comme un goutte-à-goutte lent. C'est lui qui avait les nouveaux crampons de rugby alors que je récupérais ses affaires usagées. C'est lui qui choisissait le restaurant pour son anniversaire, alors que le mien se résumait toujours à ce que ma mère avait déjà dans le réfrigérateur. Des petites choses. Des choses que l'on ne perçoit même pas comme injustes quand on est enfant parce qu'on n'a pas encore de point de référence. On se dit juste que c'est comme ça que fonctionnent les familles. Maintenant, je ne dis pas que mes parents étaient de mauvaises personnes. Je veux être clair là-dessus parce que je sais comment fonctionne Internet et je n'ai pas besoin d'un millier de commentaires me disant de couper les ponts avant d'avoir terminé l'histoire. Mes parents n'étaient pas des méchants. C'étaient des gens ordinaires qui ont fait des choix et ces choix ont eu des conséquences qu'ils n'ont pas vues ou n'ont pas voulu voir. Il y a une différence entre être cruel et être négligent, et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre lequel s'appliquait à eux. Antoine jouait au rugby au lycée, il était demi d'ouverture. Pas un grand joueur pour être honnête, mais mes parents agissaient comme s'il était sur le point d'être recruté par une grande équipe du championnat de France. Chaque samedi après-midi, ils étaient dans les gradins, portant des écharpes aux couleurs du club en hurlant son nom. Quand j'ai rejoint l'atelier d'éloquence en classe de première et que je me suis qualifié pour le concours national, ma mère a dit « Oh, c'est bien, mon chéri. » Et c'est tout. C'était la réaction entière. Je suis allé à l'université de Bourgogne à Dijon avec une bourse partielle. Antoine est allé dans un lycée professionnel pour devenir soudeur, ce qui est une très bonne carrière, mais le fait est qu'aucun de nous n'a reçu de ticket d'or sur un plateau d'argent, du moins c'est ce que je croyais. Mes parents m'ont dit très tôt qu'ils ne pourraient pas m'aider pour mes études. Ils disaient que leurs finances étaient justes, que l'économie était difficile, que je devrais être reconnaissant pour la bourse et me débrouiller pour le reste. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contracté un prêt étudiant pour couvrir mes frais de vie. J'ai pris 2 emplois à temps partiel. J'ai mangé des pâtes premier prix si souvent qu'à ce jour, l'odeur me donne de légères nausées. Après l'université, j'ai déménagé à Lyon. J'ai trouvé un emploi dans une agence de marketing pour un poste de débutant qui payait à peu près ce qu'on attend d'un poste de débutant, c'est-à-dire à peine de quoi couvrir le loyer et un abonnement à la salle de sport, mais pas les deux. J'ai choisi le loyer. Je vivais dans un minuscule studio où la douche était pratiquement dans la kitchenette et où la solution du propriétaire à tout problème d'entretien consistait à dire « je vais envoyer quelqu'un pour ne jamais envoyer personne ». Pendant ces premières années à Lyon, j'appelais mes parents tous les dimanches sans faute. Qu'il pleuve ou qu'il vente, avec la gueule de bois ou sobre, fauché ou un peu moins fauché. Ils me parlaient d'Antoine. Antoine venait d'acheter une maison. Antoine avait un nouveau 4x4. Antoine et sa femme Élodie étaient partis sur la Côte d'Azur pendant une semaine. Tant mieux pour Antoine, pensais-je. La soudure devait mieux payer que je ne l'imaginais. Pendant ce temps, j'étais assis sur un canapé que j'avais trouvé sur le trottoir lors des encombrants, en train de calculer si je pouvais me permettre de payer l'électricité et les courses ce mois-là. Je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents, pas une seule fois. En partie par fierté,
bien sûr, mais surtout parce qu'il m'avait inculqué, depuis que j'étais en âge de comprendre le concept, que les adultes gèrent leurs propres finances. Que demander de l'aide était une faiblesse, que le monde ne me devait rien. Et je les ai crus. Je les ai crus sur parole, ce qui rend ce que j'ai découvert plus tard d'autant pire. Vers ma 3e année à Lyon, les choses ont commencé à s'améliorer un peu. J'ai eu une promotion, puis une autre. J'étais bon dans mon travail. Il s'est avéré que j'avais un don pour la stratégie, pour comprendre ce qui incitait les gens à cliquer sur des choses, pour transformer l'idée vague d'un client en une campagne qui faisait vraiment bouger les choses. À 27 ans, j'étais stratège senior et je gagnais bien ma vie. Pas riche, mais à l'aise. Je pouvais enfin manger autre chose que du riz et des pâtes sans avoir à faire de calcul mental au préalable. J'ai commencé à fréquenter une femme nommée Camille à cette époque. Elle était infirmière aux Hospices civils de Lyon, très intelligente, drôle, le genre de personne capable d'entrer dans une pièce pleine d'inconnus et de s'y faire 3 nouveaux meilleurs amis en l'espace de 10 minutes. Elle avait aussi une tolérance zéro pour les bêtises, ce que je trouvais à la fois terrifiant et profondément attirant. Elle est venue chez mes parents pour un grand repas de famille à la Toussaint cette première année et j'ai pu voir qu'ils l'aimaient bien. Même si ma mère a passé presque tout le dîner à parler de la rénovation de la cuisine d'Élodie comme s'il s'agissait de la chapelle Sixtine. Tout allait bien, c'était normal. Ou du moins, je pensais que c'était normal parce que je ne connaissais rien d'autre. Puis est arrivé le jour qui a tout fait exploser. C'était un mardi de mars. Je m'en souviens parce que Camille et moi venions de rentrer d'une longue fin de semaine à Annecy et j'étais de bonne humeur. Le travail marchait bien. La vie marchait bien. J'ai appelé ma mère juste pour prendre des nouvelles et, à un moment de la conversation, elle a mentionné qu'Antoine avait des problèmes financiers, que lui et Élodie étaient en retard sur leur prêt immobilier. J'ai dit, c'est dur. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Et ma mère a dit, eh bien, nous allons les aider. Nous les aidons depuis un moment. Tu le sais. Je ne le savais pas. Je ne le savais absolument pas. J'ai demandé, comment ça, vous les aidez depuis un moment? Et il y a eu ce blanc. Ce long et horrible silence, le genre de silence qui vous dit tout avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Bastien, a-t-elle dit, nous donnons de l'argent à Antoine depuis des années pour l'aider avec la maison, le 4x4, et diverses choses. C'est juste ce que font les parents. Mon estomac s'est noué. Pas comme un petit battement, mais comme un ascenseur dont les câbles auraient été coupés. Combien, ai-je demandé. Un autre silence. Je ne pense pas que le chiffre exact ait de l'importance. Maman, combien? Elle a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Comme si c'était moi qui rendais la situation gênante. Et puis elle a dit un chiffre que je n'oublierai jamais de ma vie. Environ 320 000 € sur les 5 dernières années à peu près. 320 000 €. Je vais laisser ce chiffre reposer une seconde, car c'est exactement l'effet qu'il m'a fait. Il est juste resté là, en suspens dans l'air entre mon oreille et le téléphone, comme une grenade dont on aurait déjà retiré la goupille. 320 000 € donnés à mon frère pendant qu'on me disait qu'il n'avait pas un sou à m'accorder. Pendant que je rationnais mes courses comme un étudiant, alors que j'étais déjà bien avancé dans la vingtaine, pendant que je construisais une vie de zéro avec mes mains nues, une bourse partielle et plus de dettes que je ne veux y penser, 320 000 €. Et ils n'ont jamais dit un mot. 320 000 €. J'ai besoin que vous assimiliez ce chiffre une seconde, parce que moi, j'ai dû le faire. Je suis resté avec ça en tête pendant environ 3 jours consécutifs, en fait, et ça n'a jamais été plus facile à digérer. Pendant les 5 années où mes parents injectaient de l'argent dans la vie d'Antoine, je vivais dans un studio avec une douche qui fuyait de l'eau marron un jeudi sur 2. Je mangeais du riz et des pâtes 4 soirs par semaine parce que je ne pouvais pas me payer de vraies courses. J'allais au travail à pied en janvier parce que ma voiture avait besoin d'une réparation que je ne pouvais pas payer. Et chaque fois que j'appelais à la maison, chaque dimanche, mes parents me disaient qu'ils avaient des fins de mois difficiles. Ils disaient que la papeterie ne payait plus papa comme avant. Ils disaient que les clients de la comptabilité de maman faisaient des coupes budgétaires. Ils disaient qu'ils étaient à court d'argent et qu'ils étaient désolés de ne pas pouvoir faire plus. Ils n'étaient pas à court d'argent. Ils donnaient à mon frère près de 65 000 € par an. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond pendant que Camille me frottait le dos sans rien dire, car elle est assez intelligente pour savoir que parfois, il n'y a rien à dire. Elle avait entendu tout l'appel téléphonique.
Elle était assise juste à côté de moi quand ma mère a lâché ce chiffre comme s'il s'agissait d'une note de bas de page anodine et non du genre de révélation qui réécrit toute votre enfance. Le lendemain matin, j'ai appelé Antoine. J'étais calme. Je veux que vous sachiez que j'étais incroyablement et terriblement calme, ce qui, si vous me connaissiez, est en fait plus effrayant que si j'avais crié. Je lui ai demandé directement, savais-tu que maman et papa te donnaient de l'argent tout en me disant qu'ils étaient fauchés? Il a répondu, Bastien, ce n'est pas comme ça. Pas comme quoi? Ils ne te donnaient pas d'argent. Ils t'aidaient juste avec 320 000 euros. D'accord, quand tu dis le chiffre comme ça a l'air grave, mais ils aidaient juste pour différentes choses. L'apport pour la maison, certains paiements du 4x4, la voiture d'Élodie, des histoires de cartes de crédit, ça s'accumule. Ça s'accumule, en effet, Antoine. Ça s'accumule pour atteindre 320 000 euros. Ce n'est pas aider quelqu'un, ça. C'est financer toute son existence. Il est resté silencieux. Puis il a dit, écoute, ils ont proposé. Je n'ai rien demandé. Et honnêtement, tu t'en sortais très bien tout seul. Tu n'en avais pas besoin. Je m'en sortais très bien tout seul. Je n'en avais pas besoin. J'ai envie d'encadrer ces deux phrases et de les accrocher à un mur, car ce sont les mots les plus délirants et les plus prétentieux que j'ai jamais entendus sortir de la bouche d'un autre être humain. Je m'en sortais bien parce que je n'avais pas d'autre choix. Je m'en sortais bien parce que personne ne m'offrait un filet de sécurité de 320 000 euros. J'ai raccroché, sans crier, sans jurer, j'ai juste dit, je dois y aller et j'ai mis fin à l'appel. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec 2 tasses de café et elle avait cette expression sur le visage, quelque part entre la fureur et le chagrin. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore. Je suis descendu en voiture près de Dijon cette fin de semaine-là, seul. Camille avait proposé de venir, mais j'avais besoin de faire ça par moi-même. Je me suis garé dans l'allée de mes parents un samedi après-midi, et la maison semblait la même que d'habitude. Même crépi délavé, même volet bleu, même grenouille en céramique que ma mère a acheté dans un vide-grenier en 2004 et qu'elle trouve charmante, alors que je la trouve hantée. Tout semblait normal, chaleureux et familier, et d'une certaine manière, ça rendait les choses encore pires. Maman a ouvert la porte comme si de rien n'était. Grand sourire, bras ouverts pour un câlin. « Bastien, tu ne nous avais pas dit que tu venais. »« Je sais, ai-je répondu. »« C'était fait exprès. » Elle a cligné des yeux. Nous nous sommes assis dans le salon. Papa est revenu du garage en s'essuyant les mains sur un chiffon et a eu l'air surpris de me voir. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai besoin que vous m'expliquiez tous les deux quelque chose, ai-je dit. Vous avez donné à Antoine 320 000 euros sur 5 ans. Pendant cette même période, vous m'avez dit que vous aviez des fins de mois difficiles. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas m'aider pour mes études. Vous m'avez dit que les adultes géraient leurs propres finances. Donc, soit vous m'avez menti pendant 5 ans, soit vous avez une définition de l'expression en fin de mois difficile très différente de la mienne. Mon père s'est assis lentement. Il a posé le chiffon sur son genou et n'a rien dit. Ma mère a commencé à faire cette chose qu'elle fait quand elle est mal à l'aise, c'est-à-dire réarranger des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Elle a déplacé un sous-verre de quelques centimètres vers la gauche, puis l'a remis en place. « Chérie, ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit. Alors c'était comment ? Antoine avait besoin d'aide. Lui et Élodie avaient des difficultés. La maison coûtait plus cher que prévu, le 4x4 a eu des problèmes, le travail d'Élodie ne payait plus aussi bien, et ils avaient des factures. Tout le monde a des factures, maman. J'avais des factures. J'avais un prêt. J'ai eu des mois où je n'étais pas sûr de pouvoir payer le loyer. Et vous m'avez dit de me débrouiller. Tu as toujours été le plus fort, Bastien. Elle l'a dit comme si c'était un compliment. Comme si être l'enfant qu'ils avaient négligé était une sorte d'accomplissement. Tu as toujours été si indépendant. Antoine avait besoin de plus de soutien. Antoine avait besoin de plus de soutien parce que vous lui avez donné plus de soutien. Vous avez créé la dépendance et vous l'avez ensuite utilisée pour justifier encore plus de dépendance. Vous ne voyez pas ça ? Mon père a finalement pris la parole. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour vous deux. En quoi tout cela était-il le mieux pour moi ? J'ai mangé du riz et des pâtes pendant 3 ans. Je suis allé au travail à pied en plein hiver.
j'ai eu un moment de panique intense sur le parking d'un supermarché parce que ma carte bancaire a été refusée pour 27 € de course. Et pendant tout ce temps, vous faisiez des chèques à Antoine pour un 4x4 dont il n'avait pas besoin et des vacances sur la Côte d'Azur. Maman a commencé à pleurer. Pas des pleurs de tristesse. Le genre de pleurs conçus pour vous faire culpabiliser de l'avoir fait pleurer. J'avais vu ça une centaine de fois en grandissant. Chaque fois que l'on s'approchait trop près d'une vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Les larmes sortaient comme une arme. Nous ne pensions pas que c'était si dur pour toi, a dit papa. Parce que tu n'as jamais demandé. Pas une seule fois. Tu ne m'as jamais demandé comment je m'en sortais financièrement. Tu as juste supposé que j'allais bien parce que je ne me plaignais jamais. Et la raison pour laquelle je ne me plaignais jamais, c'est parce que vous m'avez appris que se plaindre était une faiblesse. Personne n'a rien dit pendant un moment. Maman a essuyé ses yeux. Papa a fixé le sol. Et j'ai réalisé quelque chose dans ce silence que j'essayais de ne pas réaliser depuis longtemps. Il ne me voyait pas de la même manière qu'il voyait Antoine. Il ne l'avait jamais fait. Antoine était celui pour qui il s'inquiétait, celui qu'il protégeait, celui en qui ils investissaient. Moi, j'étais celui à qui il faisait confiance pour se débrouiller seul. Et bien que cela puisse ressembler à un compliment ambigu, ce que cela signifiait vraiment, c'est que j'étais celui à qui il ne pensait pas du tout. Je me suis levé. Je ne suis pas ici pour crier, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour me disputer. J'avais juste besoin de vous entendre le dire à haute voix. Et c'est ce que vous avez fait. Pas avec des mots. Mais par le fait qu'aucun de vous ne peut me donner une seule bonne raison d'avoir fait ce que vous avez fait. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ma mère a attrapé mon bras. Bastien, je t'en prie. Parlons-en. Nous pouvons arranger les choses. Vous ne pouvez pas arranger les choses, maman. Vous ne pouvez pas me rendre 5 années de galère. Vous ne pouvez pas effacer le fait que j'ai passé ma vingtaine à penser que ma famille avait des difficultés alors que vous financiez le train de vie de mon frère. Et honnêtement, ce n'est même pas une question d'argent. C'est le fait que vous m'avez regardé dans les yeux encore et que vous avez menti. Je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à Lyon avec la radio éteinte pendant des heures de silence sur l'autoroute, et je n'ai pas pleuré une seule fois. Non pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que j'avais dépassé la blessure. J'étais quelque part de l'autre côté. Quelque part où c'était froid, immobile et très, très clair. Les semaines qui ont suivi ce voyage en Bourgogne ont été rudes. Je ne vais pas l'édulcorer. Je n'ai pas sombré dans une spirale dramatique digne d'un film. Je suis juste devenu silencieux. J'ai arrêté d'appeler mes parents le dimanche. J'ai arrêté d'envoyer des textos à Antoine. J'allais au travail, je faisais mon boulot, je rentrais à la maison et je m'asseyais sur le canapé en fixant ce que Camille mettait à la télévision sans vraiment regarder. Elle me demandait si je voulais en parler, je disais non. Elle hochait la tête et s'asseyait à côté de moi. Et honnêtement, cette femme méritait une médaille pour ses premières semaines, car j'étais à peu près aussi agréable à vivre qu'une porte de prison. Ce qu'il y a quand vous découvrez que votre famille vous a menti pendant 5 ans, ce n'est pas la colère. La colère s'estompe. C'est le recalibrage. Vous passez en revue chaque souvenir, chaque appel téléphonique, chaque fête, et vous les repassez avec cette nouvelle information superposée. Le Noël où maman a dit qu'elle ne pouvait rien m'offrir mais a acheté à Antoine une nouvelle boîte à outils. La fois où papa m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider pour les réparations de ma voiture parce qu'ils étaient fauchés. Le repas de famille où Elodie est arrivée dans un 4x4 flambant neuf et où ma mère s'est extasiée dessus comme si c'était un char doré et non un véhicule partiellement financé par les mêmes parents qui m'avaient dit qu'ils étaient ruinés. Chaque souvenir a été réécrit et la nouvelle version était plus laide que l'original. Mais voici ce qui se passe quand on touche le fond. Et je ne parle pas du fond au sens catastrophique. Je parle du fond au sens émotionnel. Le moment où vous êtes resté avec le pire assez longtemps pour qu'il perde son emprise. On se fatigue juste d'être triste. La tristesse devient ennuyeuse. Et une fois qu'elle est ennuyeuse, elle n'est plus puissante. Et une fois qu'elle n'est plus puissante, vous commencez à vous relever. Pour moi, me relever a commencé au travail. Mon patron à l'agence, un type nommé Luc, m'a convoqué dans son bureau un après-midi, environ 6 semaines après que tout ait éclaté. Luc était le genre de gars qui avait l'air d'être né dans une salle de réunion.
Il avait toujours un café dans une main et un problème à résoudre dans l'autre. Il m'a fait asseoir et a dit, « Bastien, tu fonctionnes à environ 60% depuis un mois, et tes 60% valent toujours mieux que les 100% de la plupart des gens, mais je vois bien que quelque chose cloche. Que se passe-t-il » Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais Luc avait été bon avec moi. Il m'avait promu 2 fois. Il s'était battu pour mes augmentations, alors je lui ai donné la version courte. Mes parents avaient menti sur l'argent. Mon frère avait tout eu. Je n'avais rien eu. Et maintenant j'essayais de trouver comment digérer le fait que ma famille n'était pas ce que je croyais. Luc s'est adossé à sa chaise et a dit, « C'est affreux. Je suis désolé. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait paraître froid, mais je le dis avec affection. La meilleure des vengeances, c'est de mener une vie qu'ils ne peuvent pas atteindre. Alors, construisons-en une. » Il n'avait pas tort, et il a joint le geste à la parole. Au cours des mois qui ont suivi, Luc a commencé à m'impliquer dans de plus grands projets, des clients nationaux, des campagnes de premier plan, des choses qui dépassaient mon niveau de rémunération, mais pas mes capacités, comme il le disait. J'ai assuré à chaque fois. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail parce que le travail était la seule chose dans ma vie qui avait du sens. Il ne me mentait pas. Il ne faisait pas de favoritisme. Il récompensait simplement l'effort, et j'avais beaucoup d'efforts à donner. Camille, pendant ce temps, faisait ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire être agressivement d'un grand soutien d'une manière qui ne vous laisse pas vous apitoyer sur votre sort. Elle ne me dorlotait pas. Elle ne prenait pas de gants avec le sujet. Un soir, au bout de 2 mois, elle s'est assise en face de moi au dîner et a dit, « Bon, voilà le topo. Tu peux être triste à ce sujet aussi longtemps que tu en as besoin, mais tu ne vas pas laisser ça te définir. Tu es trop intelligent et trop têtu pour ça. Alors, c'est quoi le plan ?» J'ai dit, « Le plan ? Ouais. À quoi veux-tu que ta vie ressemble dans 2 ans ? Pas par rapport à ta famille, par rapport à toi. » J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Et j'ai dit, je veux être dans une position où je n'aurai plus jamais besoin de l'aide de personne. Où ma réussite sera si manifestement la mienne que personne ne pourra s'en attribuer le mérite. Elle a souri. Bien. Maintenant, mange ton poulet. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai investi. Camille et moi avons déménagé dans un appartement plus beau, puis dans un autre encore plus beau. J'ai obtenu une nouvelle promotion, cette fois au poste de directeur de la stratégie. Mon salaire a presque doublé. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté comme si ma vie en dépendait, car pendant longtemps, ça avait été le cas. La mentalité de pénurie de ma vingtaine n'a jamais complètement disparu. Mais j'ai appris à m'en servir. Je n'avais pas peur d'être fauché, j'étais motivé par ça. À peu près à cette époque, j'ai aussi commencé à voir une thérapeute, une femme nommée la docteure Lambert, qui avait cette façon de poser des questions qui vous faisaient répondre à des choses que vous ne saviez même pas que vous portiez en vous. Elle m'a aidé à comprendre que le favoritisme ne me concernait pas moi. Qu'il s'agissait de l'incapacité de mes parents à me voir comme quelqu'un qui avait besoin de choses parce que j'avais été conditionné à ne jamais le montrer. Elle a dit une chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Vous n'avez pas échoué à demander de l'aide. Vous avez réussi à survivre à un système qui était conçu pour vous ignorer, et c'est remarquable, mais ce n'est pas viable. » Elle avait raison. J'avais fonctionné sur la réserve depuis si longtemps que je ne savais même plus à quoi ressemblait un réservoir plein. La thérapie m'a offert cela. Pas d'un seul coup, pas par une grande révélation dramatique. Juste lentement, semaine après semaine, comme si on remplissait un seau avec un compte-gouttes. J'ai arrêté de penser à mes parents tous les jours. Puis j'ai arrêté d'y penser toutes les semaines. La colère n'a pas disparu, elle s'est calmée. Elle est passée de l'avant de mon cerveau à l'arrière. Elle est devenue quelque chose que je pouvais reconnaître sans que cela ne me contrôle. Des mois ont passé, puis 1 an, puis 1 an et demi. Mes parents ont essayé d'appeler quelques fois. Ma mère a laissé des messages vocaux allant de l'enjouer juste pour prendre des nouvelles. « Chérie, tu nous manques » au culpabilisant « Je ne comprends pas pourquoi tu nous punis, Bastien, nous sommes tes parents. » Antoine a envoyé un texto une fois. Il disait juste « On peut parler ?» Je n'ai pas répondu. Pas par méchanceté. Je n'étais juste pas prêt. Et la docteure Lambert m'a dit que je n'étais pas obligé de l'être. Au moment de mes 31 ans,
j'étais dans la meilleure forme de ma vie. Professionnellement, personnellement, émotionnellement, j'avais été promu vice-président de la stratégie au sein de l'agence. Camille et moi avions acheté une maison dans un quartier de Lyon que nous adorions, avec un petit jardin et une cuisine qui ne servait pas aussi de salle de bain. Je l'ai demandé en mariage un samedi matin pendant que nous préparions des crêpes, ce qui n'a pas l'air romantique, mais elle m'avait dit un jour qu'elle détestait les demandes en mariage élaborées et qu'elle voulait juste quelque chose de vrai. Alors, j'ai mis un genou à terre avec de la farine sur les mains et une bague dans ma poche. Et elle a dit oui avant même que j'aie terminé ma phrase. La vie était belle. Vraiment belle. Le genre de bonheur dont on se méfie au début parce qu'on a été conditionné à s'attendre à ce que les choses tournent mal. Mais rien n'a tourné mal. C'était juste bien. Et puis, parce que l'univers a un sens du timing particulièrement pervers, mon père a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas parlé à l'un ou l'autre de mes parents. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Peut-être était-ce la curiosité. Peut-être était-ce le fait que papa n'appelait jamais. C'était toujours maman. Que papa appelle signifiait que quelque chose était différent. Bastien, a-t-il dit, il faut que je te parle. C'est au sujet de ton frère. Et juste comme ça, la tuile est tombée. La voix de mon père au téléphone semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais entendue. Fluette, fatiguée, comme si quelqu'un avait essoré toute sa confiance en lui pour la mettre à sécher. C'est Antoine, a-t-il dit. Il a des ennuis. Élodie l'a quitté il y a environ 4 mois. Elle a pris les enfants. Et il est en retard sur tout. La maison, le 4x4, les cartes de crédit. Il doit de l'argent à des gens, Bastien. Pas seulement à nous, à d'autres personnes. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai laissé l'information faire son chemin. Camille était sur le pas de la porte, et je pouvais sentir qu'elle m'observait même si je ne la regardais pas. Comment ça, il doit de l'argent à d'autres personnes, ai-je demandé. Il a contracté des prêts personnels, certains auprès de gars qu'il connaît. Le travail de soudure s'est tari et il a essayé de maintenir son train de vie. Je suppose que ta mère et moi. Nous ne connaissions pas toute l'étendue de la situation avant qu'Élodie nous appelle le mois dernier. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. Elle a dit qu'il cachait des choses. Combien doit-il? Papa s'est raclé la gorge. Au total, avec le prêt immobilier et tout? Près d'1 demi-million. J'ai vraiment ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le type qui avait reçu 320 000 € était maintenant endetté d'1 demi-million. On pourrait déverser l'océan Atlantique tout entier dans ce genre de mauvaise gestion financière, ça ne la comblerait toujours pas. Bastien, a dit papa, ta mère et moi n'avons plus rien. Nous avons donné à Antoine la majeure partie de nos économies au fil des ans. Ce que nous avons maintenant, c'est la maison et notre retraite. C'est tout. Nous te demandons si tu serais prêt à l'aider. Nous y voilà. Toute la raison de cet appel. Non pas pour s'excuser, non pas pour se réconcilier, non pas pour dire « Eh, nous avons réalisé que nous t'avons traité injustement et nous en sommes désolés ». Non, ils ont appelé parce que le distributeur automatique qu'ils alimentaient depuis des années n'avait plus d'argent et qu'ils en avaient besoin d'un nouveau. Laissez-moi m'assurer de bien comprendre, ai-je dit lentement. Vous avez passé 5 ans à donner à Antoine plus de 300 000 € tout en me disant que vous étiez fauché. Vous ne m'avez jamais aidé d'1 seul euro. Ni pour mes études, ni pour mon loyer. Ni pour une réparation de voiture. Et maintenant qu'Antoine a brûlé tout ce que vous lui avez donné et plus encore, vous voulez que j'intervienne pour faire quoi? Faire un chèque. Nous ne demandons pas la charité, fils. Nous demandons de l'aide. La famille est de la famille. La famille se dit aussi la vérité, papa. La famille ne fait pas de favoritisme. La famille ne laisse pas un enfant galérer pendant qu'elle finance l'autre. Mais nous y étions. Il n'avait pas de réponse à ça. Il a juste soupiré et dit, « Je comprends que tu sois en colère. Vraiment, mais Antoine va perdre la maison. La maison pour laquelle vous avez payé l'apport. » Oui. Et le 4x4 a déjà été saisi. J'ai dit à mon père que je devais y réfléchir et j'ai raccroché. Camille s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, car elle en avait assez entendu pour recoller les morceaux. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé après un moment.
Je pense qu'il faut que je parle à un avocat. Elle a haussé un sourcil. Un avocat? Pas parce que je vais poursuivre qui que ce soit en justice. Mais parce que je veux comprendre exactement comment les choses se présentent avant de prendre la moindre décision. Je veux voir l'ensemble du tableau. Les chiffres, les dettes, les actifs, tout. Si je dois m'impliquer là-dedans, ce sera à mes conditions. La semaine suivante, j'ai rencontré un avocat spécialisé en finance nommé Maître Dubois. C'était un ami de Luc, le genre de gars qui portait des bretelles au premier degré et dont la poignée de main pouvait briser une noix. Je lui ai tout exposé. Le favoritisme, les mensonges, l'argent, le coup de téléphone, tout. Maître Dubois a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, il s'est penché en avant et a dit, « Alors, quel est votre objectif ici ?» Mon objectif est de me protéger. Je ne veux pas être entraîné dans le désastre financier de mon frère, mais je veux aussi que mes parents comprennent, qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils ont fait, pas juste qu'ils se sentent mal, qu'ils comprennent. C'est de bonne guerre, a-t-il dit. Laissez-moi creuser cette affaire. Au cours des 2 semaines suivantes, Maître Dubois a fait exactement cela. Ce qu'il a trouvé était pire que ce que j'espérais. Antoine n'avait pas seulement mal géré l'argent que mes parents lui avaient donné. Il avait contracté des prêts supplémentaires en utilisant la maison comme garantie sans le dire à personne. Il devait près de 40 000 € à un copain pour une opportunité commerciale qui s'était révélée être un fiasco. Il avait plafonné 3 cartes de crédit. Élodie avait demandé le divorce et réclamait la maison dans le règlement, ce qui allait poser problème puisque la maison valait déjà moins que l'hypothèque. Maître Dubois a également rassemblé une comptabilité informelle de tout ce que mes parents avaient donné à Antoine. Ce n'était pas seulement 320 000 €. Si l'on tenait compte des transferts plus petits, des cadeaux en espèces, des factures qu'ils avaient payées directement et d'une voiture qu'ils avaient achetée comptant, le chiffre se rapprochait des 360 000 €. J'étais assis dans le bureau de Maître Dubois à regarder un tableur qui racontait l'histoire du dysfonctionnement de ma famille en petites colonnes et lignes bien nettes. 5 ans de transfert, 5 ans de mensonges, le tout exposé en police de taille 12. Voici ma recommandation, a dit Maître Dubois. Ne leur donnez pas d'argent. Ni à vos parents, ni à votre frère. Si vous voulez aider, vous pouvez proposer de jouer les médiateurs. Mettez votre frère en contact avec un conseiller en surendettement. Aidez vos parents à comprendre leur propre exposition financière. Mais ne faites aucun chèque. Le schéma ici est clair. Votre frère n'a pas un problème de revenus. Il a un problème de dépenses. Et vos parents n'ont pas un problème de générosité. Ils ont un problème de limite. Donner plus d'argent à cette situation revient à verser de l'essence sur un feu et à se demander pourquoi la maison continue de brûler. J'étais d'accord avec chaque mot. Mais j'avais aussi autre chose en tête. Quelque chose qui prenait forme à l'arrière de mon cerveau depuis ce coup de téléphone avec mon père. Pas exactement une vengeance, plutôt une volonté de clarté. Je voulais m'asseoir en face de mes parents et de mon frère et leur montrer les chiffres. Pas pour leur faire honte, pas pour jubiler, mais parce qu'ils avaient passé 5 ans à opérer dans l'ombre, en se racontant que ce qu'ils faisaient était normal et juste. Et je voulais allumer la lumière. J'ai appelé mon père le dimanche suivant. C'était la première fois que j'initiais le contact depuis plus d'1 an. Je viens près de Dijon le week-end prochain, ai-je dit. Je veux m'asseoir avec toi, maman et Antoine. Nous 4. J'ai certaines choses que je veux revoir. Papa a semblé soulagé. Bien sûr, fils. Nous aimerions beaucoup ça. Devrions-nous dîner? Non, ce n'est pas un dîner. C'est une conversation. Je serai là à 10 h du matin. J'ai passé le reste de cette semaine à me préparer. J'ai imprimé l'analyse financière que Maître Dubois avait compilée. J'ai tout organisé selon une chronologie claire. Ce qui avait été donné à Antoine, quand et pourquoi, ce que je gagnais pendant ces mêmes périodes, ce que je dépensais, de quoi je me privais. Côte à côte, euro pour euro, année après année. Camille a tout revu avec moi la veille de mon départ en voiture. Elle s'est assise à la table de la cuisine en lisant les pages et, à un moment, elle a levé les yeux et a dit, « Ça va être dur à voir pour eux. » Tant mieux, ai-je dit. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Pas l'argent, la confrontation? Ce n'est pas une confrontation. C'est une reddition de comptes. Ils ont le droit de ressentir ce qu'ils veulent à ce sujet, mais ils vont voir la vérité.
Jusqu'au moindre euro. Elle a hoché la tête. Alors je te soutiens à 100%. J'ai mis le dossier dans mon sac, ainsi qu'une autre chose, une boîte en carton provenant du placard de notre chambre d'amis. À l'intérieur, il y avait toutes les photos de famille que je possédais sur lesquelles figuraient mes parents. Des photos encadrées des fêtes, des instantanés imprimés des vacances, un portrait de famille de quand Antoine et moi étions enfants. Absolument toutes. Je ne savais pas encore si j'allais la laisser, mais je l'avais prise au cas où. Le samedi matin, je suis monté dans la voiture à 6 heures et j'ai roulé vers le sud. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 9h53. La voiture d'Antoine était déjà là, ce qui m'a surpris, car Antoine n'a jamais été à l'heure pour quoi que ce soit de toute sa vie. Le fait qu'il soit arrivé à l'heure me disait qu'il était soit désespéré, soit effrayé. Probablement les deux. J'ai pris le dossier et j'ai laissé la boîte dans le coffre. Je déciderai pour la boîte plus tard. Maman a ouvert la porte. Elle m'a semblé plus petite que dans mes souvenirs. Ses yeux étaient rouges sur les bords et elle portait ce vieux gilet bleu qu'elle mettait toujours quand elle était anxieuse. Elle a tendu les bras pour me faire un câlin et je me suis laissé faire, mais je l'ai fait bref. Entre, mon chéri. J'ai fait du café. Merci. Le salon était aménagé comme une sorte de tribunal, ce qui ne devait pas être intentionnel, mais qui semblait approprié. Papa était dans son fauteuil. Antoine était sur le canapé et ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Il avait perdu du poids. Ses yeux avaient ce regard creux qui vient quand on porte plus de problèmes que de solutions. Quand il m'a vu, il s'est levé. Salut, Bastien. Salut, Antoine. C'était tout. Pas de poignée de main. Pas de câlin, juste deux frères se tenant de part et d'autre de ce qui fut autrefois la confiance. Je me suis assis sur la chaise en face d'eux trois et j'ai ouvert le dossier. Je vais vous détailler quelque chose, ai-je dit. Et je vais vous demander de me laisser terminer avant que quiconque ne réponde. Pouvez-vous faire ça? Ils ont tous hoché la tête. Maman serrait déjà un mouchoir. J'ai commencé par la chronologie. Année 1, Antoine a reçu 62 000 € d'aide financière de maman et papa. Au cours de cette même année, je gagnais 32 000 € avant impôt. Je payais un loyer à Lyon et je mangeais du riz et des pâtes la plupart des soirs. J'ai appelé à la maison cette année-là pour vous demander si vous pouviez m'aider avec une réparation de voiture de 400 €. Maman m'a dit que vous ne pouviez pas vous le permettre. Ces 400 € représentaient moins de 1% de ce que vous avez donné à Antoine cette année-là. Je leur ai montré les chiffres, les impressions réelles, côte à côte. Année 2, 78 000 € pour Antoine. J'ai eu une promotion et j'ai commencé à gagner 39 000 €. Toujours aucune aide. Toujours à m'entendre dire que vous étiez fauché. Année 3. 71 000 € pour Antoine. J'ai eu une situation de grande anxiété sur un parking parce que ma carte a été refusée. Année 4, 68 000 €. C'est l'année où vous avez acheté le 4X4 d'Antoine Contant. Cette même année. Je suis allé au travail à pied pendant 2 mois parce que je n'avais pas les moyens de réparer ma transmission. Année 5, 59 000 €, plus divers petits transferts. Des factures payées directement et des vacances que mes parents ont financées. Le total sur les 5 années n'est pas de 320 000 € comme maman l'a dit à l'origine. C'est 360 412 €. J'ai posé la dernière page et j'ai levé les yeux. Personne ne me regardait. Maman fixait le sol. Papa fixait ses mains. Antoine fixait le mur. Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit. Je veux être très clair là-dessus. Je ne suis pas ici pour vous demander 360 000 €. Je ne suis pas ici pour vous demander quoi que ce soit. Je suis ici parce que pendant 5 ans, vous m'avez raconté une histoire sur ce que nous étions en tant que famille. Et cette histoire était un mensonge, et j'avais besoin que vous voyiez la vérité. Maman a parlé en premier. Nous ne voulions pas te faire de mal. Je le crois, ai-je dit. Je crois que vous n'en aviez pas l'intention, mais vous l'avez fait. Et le fait que vous ne vous en soyez même pas rendu compte fait partie du problème. Vous ne pensiez pas à moi. C'est pour Antoine que vous vous inquiétiez. Moi. J'étais celui en qui vous aviez confiance pour survivre. Et j'ai survécu. Mais survivre n'est pas la même chose qu'être pris en charge. Antoine s'est raclé la gorge. Je ne savais pas pour la réparation de la voiture.
Je ne savais pas que tu allais au travail à pied. Parce que tu n'as jamais demandé non plus. Il n'avait pas de réponse à ça. Il a juste regardé ses mains, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon frère avoir l'air sincèrement honteux. Pas sur la défensive, pas méprisant, honteux. Mon père a fini par prendre la parole. Que veux-tu qu'on fasse, Bastien? Je veux que vous assumiez ça. Ne pas le réparer, ne pas chercher d'excuses. Ne pas pleurer dessus pour ensuite passer à autre chose. Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé et pourquoi c'était mal. Et je veux que vous compreniez que je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini de faire semblant. J'ai fermé le dossier et je me suis levé. Maman a eu l'air paniquée. Où vas-tu? Chez moi. Bastien, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller suivre une thérapie familiale. Nous pouvons faire tout ce dont tu as besoin. Je l'ai regardé longuement. Et puis j'ai dit quelque chose que je répétais dans ma tête depuis 1 an et demi, mais que je n'étais pas sûr de dire vraiment, maman, je t'aime. J'aime papa. J'aime même Antoine, bien qu'il rende la tâche extrêmement difficile parfois. Antoine a presque souri à ça. Presque. Mais l'amour ne signifie pas un accès illimité. Et ça ne veut pas dire que les choses redeviennent comme avant juste parce que tout le monde se sent mal maintenant. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir du changement, pas des promesses. Du changement. Et jusqu'à ce que je le voie. Je vais garder mes distances. Ce n'est pas une punition. C'est une limite. J'ai marché jusqu'à ma voiture, j'ai ouvert le coffre, j'ai regardé la boîte de photos, chaque carte de Noël, chaque portrait de famille, chaque cliché des anniversaires, des barbecues et des repas de famille. Toute une enfance dans une boîte en carton. Je l'ai porté jusqu'au perron et l'ai posé à côté de la grenouille en céramique. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné à la porte. Je l'ai juste posé là et je suis parti. C'était il y a 8 mois. Voici ce qui s'est passé depuis. Antoine a procédé à la restructuration de sa dette recommandée par Maître Dubois. Il a vendu ce qu'il pouvait de la maison, a emménagé dans un appartement et a commencé à travailler davantage. D'après ce que j'ai entendu, il va aussi suivre une thérapie, ce qui m'a surpris plus que toute autre partie de cette histoire. Élodie a finalisé le divorce, mais il gère la garde partagée des enfants de façon raisonnable. J'ai parlé à Antoine 2 fois depuis ce matin-là. Les 2 fois furent courtes, les 2 fois courtoises. Nous ne sommes pas là où nous étions avant, mais nous ne sommes pas nulle part. Mes parents ont réduit leur train de vie, ont vendu la maison et ont emménagé dans un endroit plus petit, plus près des enfants d'Antoine. Maman m'a envoyé une lettre, une vraie lettre manuscrite de 6 pages. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle n'a pas minimisé. Elle a dit qu'elle était désolée, et elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais plus jamais d'une relation étroite, mais elle espérait que je laisserais la porte ouverte. Je l'ai lu 4 fois. Je n'ai pas encore répondu, mais la porte n'est pas fermée. Papa a appelé une fois. Il n'a rien demandé. Il a juste dit, « Je suis fier de toi, fils. » J'aurais dû le dire plus souvent. Cela faisait à peu près 12 mots, ce qui pour mon père équivaut pratiquement à un soliloque shakespearien. Je lui ai dit que j'appréciais. Et je le pensais. Quant à moi, je vais mieux que jamais. Camille et moi nous sommes mariés il y a 3 mois. Une petite cérémonie, dans le jardin de notre maison, 20 personnes, un camion-restaurant. C'était parfait. Luc était mon témoin. La docteure Lambert a envoyé une carte. Mes parents n'étaient pas invités, ce qui a été une décision difficile, mais la bonne. Je leur ai envoyé une photo par la suite. Maman a pleuré. Je le sais parce qu'Antoine me l'a dit. J'ai obtenu une nouvelle promotion le mois dernier. Je suis maintenant associé de l'agence. Mon nom est sur le mur. Pas mal pour un gars qui a passé sa vingtaine à manger du riz et des pâtes et à marcher pour aller travailler en hiver. Je ne raconte pas cette histoire pour m'attirer de la sympathie. Je la raconte parce que je pense que beaucoup de gens vivent une version similaire de cette situation. Vous êtes celui sur qui on peut compter, le plus fort, celui pour qui on ne s'inquiète pas. Et parce qu'il ne s'inquiète pas pour vous, il ne pense pas à vous. Et parce qu'il ne pense pas à vous, il ne vous voit pas galérer. Et vous faites juste ce qu'ils vous ont appris à faire, c'est-à-dire survivre sans demander d'aide. Si c'est votre cas, écoutez-moi bien.
Votre force n'est pas une raison pour que les gens vous ignorent. Votre indépendance n'est pas une permission pour que les gens vous négligent. Et vous avez le droit de poser la boîte sur le perron et de vous éloigner. Pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous vous aimez assez pour arrêter de faire semblant que ça ne fait pas mal. Je garde toujours une photo de ma famille. Elle a été prise lors d'un voyage en camping quand j'avais environ 8 ans. Antoine et moi sommes debout près d'un ruisseau, il nous manque à tous les deux des dents de devant, et nous sourions tous les deux comme des idiots. Je la garde dans le tiroir de mon bureau, pas sur le mur, dans le tiroir, parce que certaines choses valent la peine d'être rappelées, même si l'on n'est pas prêt à les regarder tous les jours. Et c'est là que j'en suis. Ni amer, ni brisé, juste en train de construire une vie selon mes propres termes, de la même manière que je l'ai toujours fait. Sauf que maintenant, je sais exactement ce que ça vaut. Et ça vaut bien plus que 360 000 euros. Commentaire, je suis toujours profondément ému par les parcours de vie qui nous rappellent l'importance de s'aimer soi-même. Parfois, la plus grande preuve de force ne consiste pas à tout supporter en silence, mais à savoir dire stop pour protéger sa propre paix intérieure. Poser des limites claires avec nos proches est souvent perçu comme un acte de froideur, alors qu'il s'agit en réalité d'un acte de respect envers notre propre dignité. Votre indépendance et votre résilience ne doivent jamais devenir une excuse pour que les autres vous négligent. Le véritable chemin vers la guérison commence au moment où nous cessons d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Il est tout à fait possible de pardonner à distance tout en choisissant de construire sa vie sur des fondations saines et honnêtes. Mettre de la distance avec ce qui nous blesse nous permet enfin de faire de la place pour les personnes qui nous valorisent réellement. Je vous invite à toujours vous accorder la bienveillance que vous offrez si facilement aux autres. N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas de la validation de votre entourage, mais de la paix que vous choisissez de cultiver en vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.